Mes chers collègues, Madame, Monsieur, nous poursuivons notre cycle d'auditions dédié à la prostitution des mineurs. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Thomas Romer, directeur, et Madame Mylène Ehard de l'association Open, Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, Madame Alejandra Mariscal Lopez, directrice, et Monsieur Yann Lescop de l'association Point de Contact, que je remercie à tous les quatre d'être présents aujourd'hui. Selon les associations que nous avons précédemment auditionnées, entre 15 000 et 20 000 mineurs se prostitueraient en France. Leur point commun est leur grande vulnérabilité. La moitié d'entre eux auraient en effet subi des violences durant leur enfance. Ces dernières années, on constate une forte évolution des pratiques prostitutionnelles qui n'est plus réalisée qu'à 10% dans la rue, mais 90% sur Internet. L'arrivée du numérique et des réseaux sociaux a facilité à la fois le passage à l'acte et l'organisation de la prostitution. Aborder des jeunes devient plus facile pour les proxénètes et où les publications mettent en avant la réussite par un argent facile, qui sont souvent légion. L'association Génération Numérique a mené une enquête en janvier 2024 auprès des jeunes de 11 à 18 ans et les chiffres sont inquiétants. 99% des enfants se connectent quotidiennement sur le web dès 11 ans. 59% des enfants de 11 à 14 ans sont inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux et 29% ont déjà communiqué avec un inconnu sur Internet. Ces dernières années, le gouvernement et les parlementaires se sont largement engagés sur le numérique pour protéger les jeunes. Lors de la présente législature, plusieurs projets et propositions de loi ont été déposés et votés en ce sens. Dans la réalisation des actions, des mesures d'accompagnement concrètes sont mises en place. Je pense par exemple au site Je protège mon enfant ou encore le numéro d'urgence 3018. Pour autant, le phénomène de glamourisation de la prostitution chez les jeunes ne cesse d'augmenter. Chez Open, vous rappelez que le numérique permet également une initiation au système prostitutionnel via l'exposition précoce à la pornographie dès 10 ans. J'imagine bien entendu que vous reviendrez sur ces chiffres dans notre échange par la suite. Mais j'aimerais également que vous nous fassiez part de votre vision de l'efficacité du référentiel mis en place par l'ARCOM pour la vérification de l'âge sur les sites pornographiques. Et si c'est efficace, pensez-vous possible que ce soit applicable aux sites proposant de la prostitution ? Vous formez et sensibilisez également les parents et les professionnels en contact avec les enfants à la parentalité numérique. Pouvez-vous nous faire un point sur ces formations ? Mais j'aimerais également savoir si vous intervenez auprès des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, car nous savons que les enfants qui sont accompagnés sont des cibles privilégiées pour les proxénètes, de par leur vulnérabilité due aux violences qu'ils ont pu subir. Avec votre association Point de Contact, vous luttez contre la diffusion de contenus illicites en ligne et vous effectuez des signalements auprès de Pharos. Avez-vous constaté une augmentation de sites douteux, une évolution dans les pratiques des proxénètes ou des jeunes en situation de pré-prostitution ou de prostitution ? Vos signalements sont-ils suivis des faits ? Et comment peut-on endiguer ce phénomène ? Enfin, comme énoncé précédemment, les réseaux sociaux et les messageries cryptées sont un vecteur principal de rencontres. Travaillez-vous tous avec les entreprises telles que Google, Meta, Telegram, Signal et consorts, afin d'adapter les conditions de politique générale aux exigences de la protection de l'enfance. Je vais vous laisser la parole à chacune de vos associations pour quelques minutes, et puis après, nous passerons aux échanges avec la salle. Qui souhaite débuter ? Allez, on commence par Point de Contact. Je peux commencer effectivement. Merci déjà pour l'invitation. On est ravis d'être là. Je m'appelle Alejandra Mariscal Lopez. Alexandra, tous les deux me vont. Je vais peut-être présenter rapidement notre association. Point de Contact est une association qui lutte contre les cyberviolences et qui protège les internautes dans l'espace numérique depuis 25 ans. Notre mission principale est de mettre à disposition des internautes des outils de signalement afin de leur permettre de nous signaler tout contenu illicite ou situations préjudiciables en ligne. Et nous collaborons avec les autorités et les services numériques pour retirer les contenus et procéder à leur judiciarisation. C'est l'une de nos principales missions. On a également d'autres missions, au-delà de ce volet opérationnel, telles que l'éducation, la sensibilisation, des activités de recherche ou encore de plaidoyer. Concernant le traitement de signalement, notre travail de terrain, Point de Contact est membre du réseau INOP,
Le réseau INOP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en tout cas, on est le représentant français de ce réseau. Donc, c'est un réseau qui est composé par 54, il me semble, associations ou structures dans le monde. Donc, ce n'est pas limité à l'Europe. Et en fait, nous, en tant que représentants français, on va recevoir tous les signalements de contenu pédocriminel hébergés en France, donc identifiés par ce réseau. Donc on va prendre des actions au niveau local, c'est-à-dire on va déjà analyser le contenu, déterminer s'il est bien illicite, donc confirmer son illicité au regard de la loi française, et après le transmettre aux autorités et aux hébergeurs français à des fins de retrait. Donc à travers ce réseau, on reçoit un grand nombre de signalements. Je vais juste finir peut-être sur la présentation du réseau INOP, puis après je présenterai quelques chiffres. Donc ce qui est aussi intéressant de ce réseau, c'est que pour nous transmettre les signalements entre tous les pays, les associations des pays, on va utiliser une base mutualisée de partage de signalements qui s'appelle ICCAM. Et en fait, cette base, elle est mise à la disposition de l'Interpol. Donc ils vont pouvoir accéder au contenu et les ajouter à la base XE, donc pour l'identification des victimes et des pédocriminels. On participe également à d'autres projets européens, notamment menés par INOP et l'Interpol, qui permet de mettre à disposition de certains services français d'enquête nos contenus. Donc voilà, ça va faciliter le partage d'informations. Donc, concernant les chiffres, l'une de vos questions était l'augmentation des contenus illicites et des contenus d'exploitation sexuelle de mineurs. Donc, en 2024, on a reçu un peu plus de 42 000 signalements. Et la grande majorité de ces contenus nous s'étaient signalés sous la suspicion de contenus d'exploitation sexuelle de mineurs. Donc, il me semble que c'était autour des 38 000 signalements sous cette suspicion. Parmi ces 42 000 signalements reçus, on a environ qualifié d'illicite 18 000 contenus et 14 000, un peu plus de 14 000 contenus ont été qualifiés d'exploitation sexuelle de mineurs et transférés aux autorités, donc aux forces de l'ordre, à la plateforme Pharos. Par rapport aux chiffres du réseau INOP, il me semble le dernier rapport a été publié en 2023 et au sein de ce réseau, on a traité environ 540 000 contenus d'exploitation sexuelle de mineurs. On constate une augmentation par rapport aux années précédentes. En 2023, Point de Contact avait reçu 26 000 signalements environ, donc déjà on passe de 26 000 à 42 000. Et on constate également au fil des années que le pourcentage des contenus illicites est toujours en constante augmentation. Concernant le réseau INOP, comme j'ai dit, en 2023, on a traité 540 000 contenus. Donc quand je dis traité, c'est des contenus qui étaient confirmés d'exploitation sexuelle de mineurs. En 2024, le rapport n'est pas encore publié, mais je peux avancer quelques chiffres. Il y a plus d'1 million de contenus qui ont été traités à travers de ce réseau. Donc clairement, on constate une augmentation de contenus publiés. Parmi les tendances qu'on a pu constater également, il y a une grande émergence des contenus autogénérés par l'intelligence artificielle. Donc ça, on constate vraiment une explosion. On n'a pas à ce jour des chiffres très précis à vous transmettre. On va publier notre rapport annuel d'ici la fin du mois. Mais voilà, on pourra vous le communiquer dès sa sortie. Donc voilà, j'ai un peu abordé la question des contenus illicites, des contenus d'exploitation sexuelle. Par rapport aux pratiques, c'est vrai que nous, par rapport à les contenus qu'on traite et la manière dont on procède, c'est que dès qu'on constate un contenu d'exploitation sexuelle de mineurs, on va le qualifier comme tel. Donc après, il y a des contenus qui peuvent être publiés dans le cadre de certaines pratiques. Vous le savez très bien, sextorsion, grooming, diffusion non consensuelle. Donc on va constater que effectivement toutes ces pratiques vont pouvoir donner lieu à un contenu d'exploitation sexuelle qui va être soit généré par le mineur, soit généré par l'agresseur. Mais voilà, on peut dire que globalement on constate une augmentation de contenu et par conséquent des pratiques qui sont associées.
Je voudrais également mettre en avant un dispositif qu'on a lancé en 2023 qui s'appelle Disrupt. Et c'est un dispositif qui vise à retirer et à prévenir la diffusion de contenus intimes affichant des mineurs. Donc c'est un dispositif qui permet de signaler un contenu lorsqu'il a été diffusé, mais aussi d'éviter que le contenu soit diffusé. Donc la victime, adulte ou mineure, peut nous signaler le contenu, peut nous l'envoyer, même s'il n'a pas encore été publié, donc sous forme de fichier. Et nous, on va, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, attribuer une signature numérique. C'est pas la technologie de hachage. Donc après, on va prendre cette signature numérique, on va effacer le contenu, bien sûr, et on va le transmettre aux plateformes, en fait, aux services numériques, afin qu'ils puissent détecter proactivement le contenu et le supprimer si jamais il est publié. Donc voilà, ça va permettre aussi aux victimes de pouvoir utiliser cet outil pour réagir rapidement si jamais elles constatent que leur contenu a été publié ou elles sont victimes de chantage dans le cadre de sextorsion. Donc on commence à recevoir beaucoup de signalements aussi à travers ce dispositif qu'on souhaite développer davantage. Et voilà, ça me permet aussi de faire la transition avec la coopération plateformes et services numériques. Donc les plateformes numériques sont membres de Point de Contact. En fait, parmi nos membres, il y a des entreprises technologiques, il y a des services numériques tels que les plateformes en ligne, il y a des autorités aussi telles que la préfecture de police ou la gendarmerie nationale. Donc on a une coopération très étroite avec les plateformes. On a le statut de signaleur de confiance auprès de 9 plateformes, il me semble, et récemment avec Telegram également. Donc voilà, on va pouvoir signaler les contenus plus facilement et nos signalements seront traités en priorité. Et je ne sais pas s'il y avait une autre question par rapport à tous les points que j'ai évoqués. Ça marche. Merci. Merci à vous, Monsieur Romer. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour et merci de cette invitation. Je vais essayer de, sans oublier aucun point, je vais essayer, parce qu'il y en avait beaucoup. N'hésitez pas à me reprendre si tel est le cas, de reprendre un peu vos questions. Pour rappel, donc l'Open est une association qui existe depuis 9 ans, qui a, comme son nom l'indique, pour vocation d'aller à la rencontre des parents et des professionnels autour de tous les enjeux liés à l'éducation numérique. On a décidé il y a 9 ans de mettre dans notre acronyme le mot parentalité numérique, qui il y a 9 ans était un gros mot et qui maintenant semble tomber un peu dans le domaine public et qui montrait déjà notre souhait de venir pallier à un manque d'accompagnement des adultes dans tout simplement leur mobilisation autour des enjeux éducatifs liés à l'introduction de ces outils de plus en plus précocement dans la vie de nos enfants. Et donc on agit sur 4 points essentiels. Le premier point en tant qu'observatoire, évidemment, c'est de mener des études et des enquêtes régulièrement sur tout un tas de sujets. On publie tous les 2 ans un baromètre parents, enfants et numérique. J'ai rapporté, malheureusement je n'avais plus en stock, mais des exemplaires de notre livre blanc issu de ce baromètre qu'on a publié à l'automne dernier. Et l'idée, c'est de mieux comprendre un petit peu ce qui se joue, parce que c'est vrai que sur tous ces sujets, on en parle beaucoup dans la sphère médiatique, on en parle également beaucoup dans la sphère politique, mais force est de constater qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore et qui méritent d'être creusées, analysées et approfondies. Donc c'est ce qu'on essaie modestement de faire, y compris en étant lanceur d'alerte quand on estime que cela est nécessaire. Ça avait été le cas notamment en 2017 sur le phénomène des enfants influenceurs. On avait travaillé avec pas mal de députés pour faire passer la loi d'octobre 2020. Et puis également récemment, dans le cadre d'une enquête qu'on avait publiée en 2023, qui montrait l'explosion du phénomène de ce que nous, on appelle la prise en otage du droit à l'image des enfants dans les espaces numériques, souvent à l'initiative d'adultes, où là aussi, on avait tenté d'intervenir avec le législateur pour permettre désormais de saisir un juge aux affaires familiales en modifiant le Code civil. Au-delà de tous ces aspects, évidemment, on fait beaucoup, vous l'avez souligné, Madame la Présidente, de sensibilisation des familles partout en France, de formation des professionnels, y compris bien sûr de professionnels de l'aide sociale à l'enfance. Et il est vrai que sur ce sujet qui nous anime aujourd'hui, qui nous réunit aujourd'hui,
on avait, il y a dès notre existence, dès notre fondation, été associé à un collectif d'associations mené par Agir contre la prostitution des enfants, où nous avions décidé collectivement de nous réunir à plusieurs pour monter un parcours de formation à destination des professionnels de l'enfance et de l'adolescence sur la question de la prostitution des mineurs. Et au regard de notre prisme et de notre expertise, nous avions pour charge à l'Open de porter le volet numérique. Vous l'avez souligné, du temps a passé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le volet numérique occupe désormais une place prépondérante autour de tous ces enjeux, avec néanmoins évidemment toujours un questionnement à se poser qui est et les enquêtes que nous menons viennent parfois apporter des éclairages, notamment je pense aux enquêtes psychosociales qui sont peu et pas suffisamment valorisées dans notre pays par rapport aux enquêtes quantitatives. On est un pays où on aime beaucoup les chiffres, mais écoutez ce qu'ont à dire les enfants un peu moins malheureusement. Et les enquêtes psychosociales sont souvent très riches et viennent mettre un petit peu, souvent pointer du doigt la responsabilité des adultes. Je pense notamment à ce phénomène qui inquiète beaucoup d'adultes, qui est le phénomène des nudes, donc ces échanges de contenu à caractère sexuel dans le cadre d'un processus de séduction, qui, nous, on le constate, la seule chose qui a changé en 9 ans, c'est qu'avant, on nous demandait d'intervenir plutôt auprès d'un public de collégiens et de lycéens, et maintenant, on nous demande d'intervenir dès l'école primaire sur ces questions. Et quand je dis ça, vous voyez très bien où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas altérer cette analyse, enfin en tout cas essayer de la comprendre et l'analyser sans mettre en perspective les critères motivationnels d'équipement numérique par les familles. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, le premier smartphone arrive entre les mains des enfants en moyenne à 7 ans, et en France, selon notre dernier baromètre, il a eu tendance à vieillir sur les 2 dernières années. On est passé de 9,9 ans à 11,3 ans. Sans doute faut-il y voir un impact des différentes campagnes qui ont pu être menées, ou un questionnement, une prise de conscience des adultes. Mais en tout cas, l'idée pour nous, à travers ces enquêtes psychosociales, c'est toujours de venir questionner, de mettre en perspective, et notamment sur les nudes, ce dont on se rend compte, c'est qu'on oublie souvent un phénomène essentiel. C'est qu'est-ce que les jeunes, en faisant ça, veulent nous dire? Quel est le message qu'ils nous envoient? Quel est le message qu'ils s'envoient entre pairs, PAIRS, mais aussi quel est le sens qu'ils mettent dans cette pratique? Je trouve que dans notre pays, on a souvent tendance à prendre un peu les jeunes pour des imbéciles, pardonnez-moi l'expression, et à faire comme si ils faisaient n'importe quoi quand ils avaient des outils numériques. Bien sûr qu'il y a des comportements déviants, bien sûr qu'il y a des comportements qui sont questionnants, mais ce que nous, on observe, c'est que souvent, les comportements déviants et les conduites à risque qui sont adoptés dans les espaces numériques sont des jeunes qui ne vont pas très bien et qui ont besoin d'un accompagnement. Et souvent, ces conduites à risque numériques sont au contraire un révélateur d'un mal-être ou de quelque chose qui mérite d'être accompagné, que ce soit au sein de la famille ou avec le jeune en direct lui-même. Et souvent, on a, me semble-t-il, le tort de vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain et de considérer que les réseaux sociaux ou tous ces outils numériques sont le mal absolu. Nous, on essaie d'y apporter de la nuance pour justement permettre un accompagnement adéquat. Parce que vous comprenez bien que si on emmène un jeune en service d'addictologie dès qu'il a des usages problématiques avec son téléphone mobile ou ses réseaux sociaux, et qu'il est simplement en train de nous envoyer un message « Coucou, je ne vais pas bien, occupez-vous de moi », si on traite ça avec des petites pilules miracles, on n'apportera pas pour autant de solutions à son problème. Et il est vrai que sur les phénomènes prostitutionnels, vous l'avez très bien dit dans votre propos liminaire, même si on ne sait pas tout, c'est des sujets sur lesquels on commence à avoir un peu de données. Vous donniez des chiffres tout à l'heure. Nous, les chiffres qui nous remontent du terrain, et on manque de chiffres dans ce pays sur ce sujet. En tout cas, les choses vont plutôt à la hausse, malheureusement, partout en France, quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu rural, urbain, et c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. De là à dire que les réseaux sociaux en sont les responsables, c'est un pas que je ne franchirai pas. Pour autant, il est vrai que ça facilite grandement la mise en contact avec des prédateurs ou des proxénètes ou l'adoption de conduite à risque face à certains enfants, certains jeunes qui ne vont pas bien. Vous avez d'ailleurs, Alejandra a évoqué le phénomène de l'intelligence artificielle. Évidemment qu'il faut y voir un sujet de préoccupation.
Vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'on collabore avec des plateformes numériques. On essaie d'entretenir un dialogue avec toutes ces... Hier, j'étais justement à Dublin, au siège Europe de Google, qui nous présentait aussi leurs avancées dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, dans la capacité notamment à pouvoir être des outils sur lesquels aussi s'appuyer pour repérer des contenus pédopornographiques ou des enfants qui pourraient être tout simplement en situation de danger dans les espaces numériques. Donc c'est comme tout outil, il a son côté très positif et son côté aussi négatif. Tout dépend comment on accompagne ça. Et donc vous voyez également la raison pour laquelle, quand je dis cela, pour nous, il est vraiment primordial et sans doute que le trou dans la raquette qui manque aujourd'hui, c'est vraiment l'accompagnement des adultes, parents comme professionnels. On a de plus en plus de professionnels qui sont confrontés à des jeunes de plus en plus jeunes, justement, qui sont, moi personnellement sur le terrain, de mémoire, le cas de prostitution le plus jeune que je crois que j'ai rencontré en formation, c'était 10 ans dans le Val-de-Marne. Évidemment que quand vous avez des professionnels de l'aide sociale à l'enfance qui doivent accompagner ce genre de situation, ils ont sacrément besoin d'être accompagnés, d'être étayés, d'être formés pour pouvoir justement permettre de sortir souvent ces jeunes filles de ces phénomènes prostitutionnels. Et donc sur l'accompagnement des professionnels, nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, il y a quand même globalement un défaut de formation, des difficultés aussi d'identifier... on va dire, l'exploitation sexuelle des mineurs est aussi devenue quelque part un sujet dont on parle beaucoup, et vous avez, comme souvent, tout un tas de professionnels ou d'associations, de structures qui essaient aussi de proposer ce type d'accompagnement, mais encore faut-il que les compétences et l'expertise soient là, et évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Donc nous, c'est ce qu'on observe un peu partout. Et puis, concernant les familles, nous, et je reviendrai sur le référentiel de l'ARCOM, concernant les familles, évidemment, ce que nous, on observe, c'est que si on fait un petit peu un bilan de ce qui a été fait en France depuis 20 ans, on a surtout fait beaucoup de choses en direction des enfants et particulièrement des adolescents. Avec le succès que l'on sait, sinon on ne serait pas encore là en train d'en discuter 20 ans après. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout a été mal fait, ça veut juste dire qu'on peut faire mieux. Et moi, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein. Et la réalité, nous semble-t-il, et c'est ce que nous partagent les familles, que vivent les enfants aujourd'hui, c'est qu'il nous semble que plutôt que de croiser des adultes qui vont, que ce soit dans la sphère scolaire ou au sein de leur famille, qui vont leur expliquer comment bien utiliser ces outils, ils ne croisent que des adultes qui leur disent ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce qui, d'un point de vue pédagogique, est assez questionnant. Et en termes de transmission de compétences psychosociales, ce mot étant très à la mode en ce moment, on peut aussi se poser la question en termes d'efficacité. Si on apprenait, je prends souvent cet exemple, à tous les adultes à conduire en s'arrêtant uniquement au feu rouge et en évitant de franchir les lignes blanches, on ne serait pas à 3000 morts par an, on serait à bien plus. Donc c'est comment est-ce qu'on transfère des compétences aux enfants sans nier la réalité des risques qu'ils rencontrent et qu'ils vivent, mais tout en essayant d'apporter de la nuance parmi ces jeunes dans ceux qui vont adopter des conduites à risque pour tout un tas de raisons qui sont liées à leur parcours de vie, aux difficultés qu'ils rencontrent, d'une population tout venant qui, elle, a juste besoin que les adultes s'intéressent à leurs pratiques numériques et viennent mettre de l'éducatif plutôt que des interdits en permanence. Je pense à toutes ces campagnes institutionnelles du type « réfléchis avant de publier ». Moi, quand je rencontre des adultes en formation, j'en croise pas beaucoup qui réfléchissent avant de publier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est au cœur de pas mal de contradictions dans nos postures éducatives, que ce soit encore une fois dans une dimension familiale ou professionnelle, et qui viennent exacerber, en fin de compte, ces incompréhensions chez nos enfants. Et je pense que l'enjeu, il est vraiment de remettre de l'éducatif, et plutôt que de leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire, leur apprendre à bien utiliser les outils. Donc développer une éducation aux médias qui soit peut-être un peu plus nuancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je sais que le Clémy fait beaucoup d'efforts sur ce point, mais je pense qu'il mériterait d'être largement aidé pour aller plus loin. Si je fais lien avec les parents et la pornographie,
Là aussi, sujet compliqué. C'est un sujet sur lequel l'Open s'est particulièrement mobilisé. On a travaillé là aussi dans la précédente mandature avec certains députés pour faire évoluer la loi et le code pénal dans le cadre de la loi sur les violences conjugales du 30 juillet 2020. Loi dont la Cour de cassation avait rappelé en janvier 2023 qu'elle était bien faite et qu'elle devait s'appliquer. Et dans le cadre de notre saisine de l'Arcom pour faire bloquer les 5 plus gros sites pornographiques mondiaux, on s'est vu objecter par le tribunal judiciaire de Paris une médiation, puis un sursis à statuer lié aussi à cette évolution permanente de l'environnement législatif qui ne facilite pas non plus pour les sites Internet leur capacité à se mettre en conformité avec ces textes de loi. Et je regrette qu'on ait au final transféré une obligation de résultat de se conformer au code pénal à une obligation de moyens de se conformer à un référentiel technique. Et donc, la transition est toute faite pour vous répondre sur le référentiel technique. L'Arcom, évidemment, en tant qu'autorité de régulation, a eu pour obligation de répondre à la demande de la loi SREN en publiant ce référentiel. J'étais à une réunion chez Madame Chapaz il y a de ça 2 mois, 1 mois et demi. Et il est vrai qu'en écoutant les acteurs, certains acteurs en plus particulièrement mobilisés sur la protection des enfants face au contenu pornographique, parce qu'il y a des boîtes en France, il faut le dire, qui respectent la loi, et tous ne sont pas des personnes infréquentables, bah, il y a des choses qui nous questionnent sur l'application de ce référentiel. Le fait que tout simplement aujourd'hui, on soit obligé de montrer patte blanche à chaque connexion, c'est-à-dire de reprocéder à une identification, une vérification de l'âge à chaque connexion, ça n'existe pour aucun autre secteur d'activité. Donc vient se poser la question que soulevaient d'ailleurs les sites internet, Pornhub, etc., devant le tribunal judiciaire de Paris, la France veut-elle nous obliger à fermer le rideau? Voilà, c'était ce qui a été dit par leurs avocats. Et ce qui ne plaît pas trop, vous le savez très bien, à l'Europe. Donc pour moi, il y a ce point qui est assez questionnant. Et puis, il y a aussi tout simplement le fait que, pour l'instant, ces systèmes de vérification d'âge, alors là, maintenant, il y en a plein, hein, il y en a beaucoup d'acteurs qui sont positionnés, et c'est très bien. Bah, pour l'instant, on nous objecte le fait qu'il faudrait mettre cette vérification d'âge par double anonymat uniquement sur les sites pornographiques parce qu'il ne faudrait pas que ces sites soient amenés à collecter des données des utilisateurs. Bon, je vais faire un parallèle, comme je le fais souvent, avec les jeux d'argent en ligne, qui est exactement dans le même cas de figure que la pornographie, une activité licite mais interdite aux mineurs. Je suis désolé, faites l'expérience, vous vous connectez comme moi sur le site de la Française des Jeux, au bout du 2e écran, on vous demande un permis de conduire, une pièce d'identité, un passeport. Et on voit bien que sous prétexte qu'on touche à la sexualité, il me semble qu'on est en train d'opérer une inversion des priorités et on est en train, comme je le dis souvent, de sacrifier la protection des enfants sur l'autel de la protection des données des adultes. Et ça, quelque part, dans un pays comme la France qui a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, je trouve ça assez questionnant. Et moi, en tant qu'association de protection de l'enfance, oui, ça m'interroge. Et ce, d'autant plus qu'aujourd'hui, ce dispositif du double anonymat n'étant de facto appliqué qu'à l'univers pornographique, bah, il n'y a plus d'anonymat. Il suffit que vous croisiez quelqu'un, vous repérez qu'il a l'application de vérification d'âge sur son téléphone, puisque c'est appliqué qu'aux sites porno, vous savez donc qu'il va voir des sites porno. Non, mais parlons concrètement. On voit bien que cet argument qui nous est opposé de vouloir protéger les données des adultes ne tient pas la route en l'état actuel des choses. Donc, quant au fait de pouvoir le généraliser sur les sites à caractère prostitutionnel, moi, je dirais, attendons de voir ce que va donner l'application de ce référentiel. Je sais que l'Arcom a pour vocation, et ils ont toujours été très mobilisés, de vouloir mettre en œuvre l'application de ce référentiel. Et je souhaite qu'ils y réussissent au nom de la protection des enfants, bien sûr, mais on se rend bien compte que sur ces sujets, on ne pourra régler le problème, pas tout seul dans notre coin, mais qu'en collaborant au niveau européen, d'où l'idée
en ce moment, qui est dans les tuyaux, de vouloir installer une sorte de wallet au niveau européen qui permettrait de faire de la vérification d'âge, qui pourrait servir à d'autres secteurs et pas uniquement le secteur de la pornographie. Donc voilà ce que j'avais à vous dire en propos liminaire. Je suppose que vous avez certainement des réactions, des questions. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vais passer la parole à Madame Angélique Ranck. Merci Madame la Présidente. Merci à tous pour votre présence. J'ai eu l'occasion effectivement d'aller regarder un peu le livre blanc réalisé par l'Open, l'association Open. Et si je suis frappée effectivement par le décalage entre la perception des parents et des usages réels des enfants concernant les outils numériques, cette étude démontre également que les parents sous-estiment donc l'utilisation des réseaux sociaux et le temps passé sur Internet et la consultation donc des portails scolaires par leurs enfants. C'est un décalage qui est particulièrement marqué pour les 7-14 ans et ça soulève de ce fait des questions assez importantes quant à l'accompagnement des familles, à la protection des enfants en ligne. J'aurais aimé savoir quelles actions concrètes l'association propose-t-elle pour aider les parents à mieux appréhender les pratiques numériques de leurs enfants et à les accompagner efficacement dans leur utilisation des outils numériques. Faut-il également intégrer en fait des cours d'éducation aux médias et au numérique au sein des établissements scolaires, justement pour sensibiliser les plus jeunes sur les dangers des écrans, et auquel cas est-ce que vous le recommanderiez à partir de l'école élémentaire, puisque dans vos propos, vous aviez indiqué effectivement que ça débutait dès la primaire. Ensuite, j'aimerais également rebondir sur les signalements qui ont été annoncés. Vous aviez annoncé 18 000 contenus signalés. Moi, la question que je me pose, c'est que par rapport à ces signalements, est-ce que quels sont en fait, les retours par rapport à ces signalements, quel délai il y a sur le fait que ces contenus soient retirés, quelle est en fait la moyenne de délai pour retirer ces contenus? Est-ce qu'il y a il y a quelque chose de fait, en fait ensuite derrière, ou alors c'est juste des signalements et derrière en fait il y a au final rien qui se met en place, ou alors très très tardivement. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'enchaîne les questions d'un par groupe et après je vous donne la parole. Monsieur Vogetta. Bien, merci pour votre présence. Quelques questions au fil de l'eau, sans préparation excessive. D'abord, je me posais la question de Madame Mariscal Lopez, ce que vous appelez des contenus d'exploitation sexuelle de mineurs. Est-ce qu'on parle d'exploitation au sein dans le contenu, enfin où il y a un tiers qui exploite le mineur, ou est-ce que c'est du contenu d'un mineur qui peut être exploité commercialement, par exemple? Et on va en reparler, mais les plateformes OnlyFans, Mime, sur lesquelles on a de la pornographie à la demande, contre rémunération, qui d'ailleurs peut souvent s'enchaîner sur des conduites pré-prostitutionnelles, on va dire. Est-ce que ces contenus-là sont visés également dans votre estimation de l'exploitation sexuelle de mineurs? Autre question liée justement à ces plateformes, Mime et OnlyFans et autres plateformes équivalentes de pornographie à la demande, sont-elles, à votre sens, couvertes adéquatement, ou en tout cas identifiées adéquatement dans les politiques de prévention, et que pensez-vous des systèmes de vérification d'âge actuellement en place sur ces plateformes, en particulier pour ces deux-là, si vous les connaissez? Autre sujet, effectivement, la vérification d'âge. Bon, on a le référentiel qui a été voté par la loi Sren. On sait très bien que l'Europe ne veut pas laisser le législateur national imposer aux plateformes numériques des obligations. Du coup, on se contente d'avancer de notre côté en tant que législateur national sur notre petit périmètre, en espérant que Bruxelles, tôt ou tard, va mettre en place des obligations suffisamment contraignantes au niveau européen. Ce sera peut-être le cas dans le cadre de Digital Fairness Act. On attend tous que Bruxelles, effectivement, impose certaines obligations de vérification d'âge systématique, non seulement pour, bien sûr, les plateformes pornographiques
ou prostitutionnels, mais aussi pour les plateformes de réseaux sociaux, puisqu'on sait très bien que sur les réseaux sociaux, il y a des contenus, notamment publicitaires, mais pas que, qui devraient être restreints aux personnes qui ont plus de 18 ans, notamment quand ce sont des produits ou des services qui sont publicités, dont la consommation ou la vente est restreinte aux consommateurs majeurs. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, puisqu'on a parlé du référentiel de l'ARCOM, effectivement, on se heurte à ce problème de la répétitivité de la vérification d'âge. Qu'est-ce que vous penseriez d'in fine faire un lien entre une vérification d'âge initiale, puis simplement une vérification par reconnaissance faciale à travers l'appareil, en tout cas donner l'option aux utilisateurs de faire une seule vérification sur la base de documents, puis ensuite avoir l'opportunité d'être reconnu via reconnaissance faciale par le dispositif, ce qui éviterait notamment que dans le cas de parents qui prêtent leur dispositif à des enfants, les enfants puissent bénéficier de la reconnaissance d'âge de leurs parents. Et puis, il me semble que c'était l'ensemble de mes questions. Merci beaucoup. Voilà, ça reviendra peut-être en deuxième intention. Madame Alexandra Martin. Merci Madame la Présidente, merci pour vos propos. Vous avez déjà répondu à de nombreuses questions. Vous avez raison, il y a des jeunes, effectivement, qui ont des conduites à risque et qui sont plus vulnérables que d'autres, mais il y a aussi beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas ces conduites à risque et qui sont pris en otage du développement, en fait, de l'IA générative notamment, et donc à leur insu. La Commission nationale consultative des droits de l'homme et la Fondation de l'enfance, dans 2 rapports distincts, ont formulé des préconisations pour lutter contre l'IA générative, qui est la nouvelle arme de la pédocriminalité aujourd'hui, avec notamment l'aggravation des peines pour les infractions de chantage en ligne lorsqu'elles concernent un mineur, ou encore l'incrimination de la création, de diffusion de deepfakes à caractère sexuel, ou la criminalisation de l'envoi non sollicité d'images ou de vidéos représentant des organes génitaux, et la pénalisation de la création et de la mise à disposition de modèles d'IA génératifs utilisés pour produire des contenus pédocriminels. En réponse à ces préoccupations, j'ai rédigé une proposition de loi reprenant ces préoccupations et ces recommandations, surtout visant donc à renforcer la protection des enfants dans un monde de plus en plus interconnecté. J'ai aussi entendu ce que vous avez dit sur la parentalité numérique. Je trouve que c'est une notion très intéressante. Ça rejoint les questions précédentes de mes collègues. Je voulais vous parler du sharenting, ce nouveau mode de harponnage, en fait, de photos, de vidéos, de contenus qui sont déposés de manière innocente par les parents sur Facebook, sur des plateformes qu'ils utilisent et qui sont totalement détournés à des fins de pédocriminalité. Voilà, je voulais savoir comment aller plus loin encore, parce que c'est bien de légiférer, c'est bien de réguler, mais ça ne peut pas tout faire. Et la sensibilisation et l'éducation aussi des parents doit être très importante et au cœur de tout. Merci. Merci beaucoup. Et pour ce premier tour de table, Madame Sophie Mette. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, je reconnais, je n'ai pas lu votre livre blanc. Je vais y remédier très rapidement. Moi, j'aurais des sujets par rapport à l'ARCOM. Bon, c'est un sujet qui est important. J'avais l'impression que vous remettez un peu en cause l'ARCOM dans ses capacités à. Qu'est-ce que vous suggérez? Alors, c'est pour ça que je dis, j'ai pas lu votre livre blanc et c'est certainement très dommage, mais est-ce que vous proposez quelque chose dans votre livre blanc en ce qui concerne l'ARCOM? Est-ce que vous pensez qu'il a tout en main pour pouvoir pénaliser ou faire en sorte que les jeunes ne puissent pas être harcelés sur les réseaux? Voilà, c'était par rapport à l'ARCOM, un peu une inquiétude. Et est-ce que nous, législateurs, est-ce qu'on doit aller plus loin vis-à-vis de l'ARCOM et leur demander effectivement et leur donner les moyens de faire plus? Merci beaucoup. Je vous laisse répondre à ces premières interrogations. Qui veut commencer? Allez-y.
Je vais commencer. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais commencer par le début. Donc, effectivement, parfois on parle de signalement et c'est vrai que ça peut être un peu perçu comme une boîte noire. On ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe quand on envoie un signalement, comment le signalement est traité et s'il y a vraiment des actions qui sont prises suite à ce signalement. Donc, nous, de notre côté, Point de Contact va faire un suivi de ces signalements. C'est-à-dire que lorsque on reçoit un contenu, on va monitorer toutes nos actions, donc voilà, signalement aux autorités, signalement à l'hébergeur. Et quand on a fini toutes ces actions, on va suivre le contenu. Donc on va le constater, je pense, une fois tous les jours, où on va mettre en place des délais pour voir si le contenu il est toujours en ligne. On est une association, on n'est pas des autorités, donc on n'en peut pas aller plus loin. Mais notre travail, donc, ça va être notifier les services numériques. Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a donc des bons liens avec les plateformes. Donc, si jamais on constate qu'il y a un contenu qui n'est pas retiré, on va tout simplement les contacter pour voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'a pas été retiré, est-ce que les modérateurs ne comprennent pas peut-être le caractère illicite du contenu. Donc, ça va être vraiment un travail voilà, assez important pour suivre le retrait de tous ces contenus qu'on envoie. Quelque chose que je n'ai pas mentionné pendant ma présentation au tout début, c'est que au-delà du signalement à Pharos, lorsque on constate qu'il y a une potentielle situation de prostitution de mineurs ou de proxénétisme, on va faire également un signalement à l'OCRET. À l'OCRET, oui, donc l'Office central de lutte contre la traite des êtres humains. Analyser, en fait, déterminer une situation de prostitution de mineurs ou de proxénétisme en ligne est très compliqué. Pourquoi ? Parce que déjà, le proxénétisme, la dimension de réseau derrière une situation de prostitution, ça va être très difficile à déterminer. De notre côté, donc, on a fait quelques réunions avec l'OCRET pour justement déterminer un faisceau d'indices qui va nous permettre de identifier certains éléments qui vont nous permettre de suspecter qu'il y a potentiellement une telle situation. Donc une fois qu'on a repéré tous ces éléments dans un site, un forum, on va transmettre le signalement à l'OCRET. Donc ça va nous permettre en tout cas d'aller un pas plus loin vers en tout cas l'enquête. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui se passe suite à nos signalements. Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes ou pas ? Ça, en réalité, on ne peut pas vous apporter des chiffres. Concernant les délais, en combien de temps un contenu va être supprimé, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend aussi de l'hébergeur. Nous, en tant que hotline française du réseau INOP, on va être chargé des contenus qui sont hébergés en France. Donc on peut dire qu'en France, certainement, on est assez identifié. Il y a bien sûr Pharos qui va pouvoir émettre des demandes de suppression et de blocage. Donc on constate que les contenus sont rapidement supprimés. Il y a des contenus, donc lorsque le contenu est très illicite et qu'il y a clairement un mineur impliqué dans un acte sexuel, ça peut être une question d'heures. À vrai dire, lorsque l'âge du mineur il est un peu moins certain, on peut mettre plus de temps à le faire retirer, ça c'est sûr et certain. Parfois c'est problématique parce que certainement un mineur peut avoir 13 ou 14 ans mais avoir un corps plus développé. C'est pas pour autant qu'il est majeur. Donc le contenu va rester en ligne plus longtemps. Je dirais aussi, pour finir peut-être sur cette partie coopération avec les plateformes, on veut aller plus loin dans notre rôle dans la régulation du numérique et on a postulé au statut de signaleur de confiance, au sens du DSA, du règlement pour les services numériques, ce qui va nous permettre de contribuer à la régulation, de pouvoir publier des rapports d'activité, comment nos signalements sont traités par les plateformes, en combien de temps nos contenus sont retirés. S'ils ne sont pas retirés, pourquoi ? Combien de refus on a obtenu ? Voilà, on est en attente. En tout cas, on est dans le processus de candidature. Et je dirais aussi, Point de Contact, on travaille vraiment sur le numérique et sur les contenus. C'est-à-dire, lorsque une victime nous transmet un signalement ou un témoin, on va apporter une première réponse. Déjà, on va traiter le contenu, toutes les sections que j'ai listées, mais on va en plus apporter une réponse au signalant, s'il n'est pas anonyme, pour lui dire
voilà, votre contenu, effectivement, ou votre situation est illicite au regard de tel article. Voici nos conseils et voici aussi les structures et les associations vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Donc, il y a aussi ce travail de première redirection pour, diriger cette personne vers une prise en charge adaptée. Donc, on a créé également un espace professionnel pour les associations, notamment pour les associations qui luttent contre l'exploitation sexuelle de mineurs, donc, et qui accompagnent les victimes directement, vu que nous, on n'a pas cette prise en charge, qui vont pouvoir nous signaler des contenus, suivre les signalements, c'est-à-dire est-ce qu'on l'a traité, est-ce qu'on a pu retirer le contenu ou pas, mettre en place une messagerie dédiée. Donc voilà, ça va nous permettre, nous, de déjà pouvoir leur donner plus de détails sur un signalement, sachant que c'est des signalements qui peuvent être, qui peuvent s'inscrire tout au long de la situation d'exploitation, c'est-à-dire ça peut être au tout début, lors d'une première sollicitation, ou ça peut être tout à la fin, par exemple, une victime qui est en parcours de sortie de prostitution, par exemple, qui souhaite faire retirer ses contenus, mais qu'il y a toujours certains contenus qui sont en ligne, on va aider les associations qui sont en lien avec les victimes pour faire retirer ces contenus. Donc voilà, il y a un vrai suivi de chaque signalement, puis si nos contenus ne sont pas retirés, on le dit. Parce que c'est quand même important de sensibiliser les acteurs de manière générale et aussi les services numériques sur pourquoi il y a une partie des contenus qui ne sont pas retirés. Donc, pour répondre à votre première question, pour répondre également donc à la question de comment on qualifie vraiment, c'est quoi pour nous un contenu d'exploitation sexuelle. Donc nous, on va se référer à l'article 227-23. Donc ce que nous, on qualifie de contenu d'exploitation sexuelle, ça va être un contenu qu'on voit, qu'on constate, donc un contenu publiquement accessible à tous. Donc un contenu à caractère sexuel impliquant un mineur. On travaille donc avec le réseau INOP pour appliquer des critères globaux, disons au sein du réseau, pour qualifier les différents types de contenus. Donc on va qualifier tout ce qui est illicite au niveau, disons, international et national. Donc effectivement, si par exemple on ne constate pas le contenu, on voit pas un contenu d'exploitation sexuelle, mais qu'il y a une victime qui nous signale une situation de sextorsion, de prostitution, de doxing, de grooming, on va le qualifier comme tel. Donc on va apporter une autre... En fait, on va qualifier de manière différente, même si ça s'inscrit dans le cadre des pratiques pédocriminelles. Après, il y a certainement beaucoup de contenus qui rentrent dans cette zone de flou, c'est-à-dire un mineur qui va créer un compte sur l'une de ces plateformes, qui va au début publier des contenus, des lives pour raconter sa vie, et petit à petit, elle va recevoir des commentaires sexualisants. Donc, effectivement, parfois, si on arrive à bien identifier les contenus, on va pouvoir traiter la situation. Mais nécessairement, en beaucoup de cas, on n'arrive pas à voir la situation et les plateformes vont avoir du mal à réagir face à ce type de situation. Ils vont nous dire qu'ils ne sont pas constatés les contenus, que c'était des échanges en privé. Donc c'est pour ça aussi, évidemment, c'est important de faire des captures d'écran. On a aussi lancé un outil qui permet aux victimes et aux internautes de manière générale de filmer leur écran pour nous transmettre un contenu sans pour autant le télécharger. Donc ça peut être aussi intéressant pour garder des preuves. Je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question. Après, c'est vrai que par rapport à ces plateformes comme OnlyFans ou Mime, à vrai dire, on a cru comprendre que il y a quelques années, Mime avait une volonté de travailler avec la société civile pour travailler sur ces thématiques et pouvoir réduire les risques systémiques, donc les potentielles dérives qui peuvent mener à un cas d'exploitation sexuelle. On n'a plus du tout de lien avec eux. Je ne sais pas si ça témoigne d'un manque de volonté de leur part. On sait tous qu'il y a énormément de problèmes. C'est des acteurs, on le pense, qui ne sont pas tout à fait transparents. Dans notre cas, c'est vrai que les contenus qui
qui s'échangent à travers ces plateformes. Et tu me diras si je me trompe, hein, Yann, il traite actuellement des contenus, donc il est analyste de la plateforme. Donc on reçoit pas beaucoup de signalements sur Mime, et lorsqu'on reçoit des contenus, ça a plutôt concerné des adultes que des mineurs. Et c'est surtout des contenus qui vont fuiter, c'est-à-dire une personne va vendre des contenus sexuels en ligne. Donc pareil, une sorte de prostitution qui n'est pas encore très légiférée. Mais pour le coup, ces contenus, ils vont être repris et diffusés sans consentement. Après, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un cas de diffusion non consensuelle de contenu intime ou d'un cas de violation de droits? Bref, c'est vrai qu'on reçoit surtout ce type de contenu par rapport à ces plateformes. OnlyFans, un peu pareil, je dirais. Donc surtout des contenus pornographiques ou des contenus qui ont pu fuiter. Après, les frontières entre tous les types de violences sexuelles et toutes ces plateformes sont vraiment très très floues. Passer d'une plateforme à l'autre, c'est très facile, et passer d'une situation... je commence à diffuser des contenus qui ont l'air pas très sexuels, et aller tout doucement vers des contenus très très sexuels, c'est vraiment facile. Et pour le coup, on se demande bien sûr de notre côté comment ces plateformes font face à ces problématiques. En tout cas, on n'a pas aujourd'hui la réponse. Je ne sais pas si tu veux compléter... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, vous m'entendez. Oui, pour compléter sur la question de la qualification juridique en particulier, donc Alejandra citait à juste titre l'article 227-23 quand il s'agit véritablement de contenu pédocriminel, donc quand on constate un enfant impliqué dans une activité sexuelle, et vous faisiez le lien avec des contenus intimes, et donc voilà, des contenus de nude comme vous en parliez, donc c'est de la simple nudité, et on n'a pas de caractère suggestif entre guillemets. Enfin, en tout cas, plutôt suggestif, mais pas explicitement sexuel plutôt. Et c'est là où l'outil que Alejandra mentionnait au sujet, appelé Disrupt, qui a vocation à la fois à supprimer suite à un signalement, mais à prévenir une diffusion a posteriori. C'est vraiment un outil, à nos sens, qui peut être utile dans la mesure où, avec un statut de signaleur de confiance, par exemple, qui serait dûment pris en charge, et où les grandes plateformes, donc les VLOPS au sens du DSA, ils sont aujourd'hui plus d'une vingtaine, auraient à nous consulter et à travailler avec la société civile afin de prévenir ce que Alejandra mentionnait, les risques systémiques. Pour nous, Disrupt, c'est un exemple très parlant sur cette question-là, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fera pas de victimes, de nouvelles victimes, ou justement un processus de revictimisation qui a lieu dans le cadre de la sortie parcours de sortie de prostitution. Et je voulais aussi ajouter, alors c'est peut-être pas le sujet maintenant, mais sur la question de l'ARCOM et de la vérification de l'âge, nous, il y a un vrai sujet qui est le réceptacle. Est-ce que c'est l'ARCOM qui serait le réceptacle des signalements de contenu de sites pornographiques qui ne respectent pas leurs obligations? Aujourd'hui, depuis que le référentiel est sorti, à Point de Contact, on a rencontré 2 sites pornographiques qui ont effectivement mis en place un référentiel et une protection des mineurs contre l'exposition à de tels contenus. Donc c'est qui, quand et comment est-ce que ça se passe exactement, en fait, le suivi de la mise en place de ce référentiel qui est important. Et je me permets, parce que je ne sais pas si je reprendrai la parole d'ici là, mais sur la question du sharenting dont vous parliez, madame, actuellement, la façon dont Point de Contact le voit effectivement dans le quotidien, c'est effectivement des forums pédocriminels dans lesquels, à côté de contenus effectivement répréhensible au sens de l'article 227-23, on a des tas d'albums photos d'enfants pris dans des jardins, etc., avec des focus. Quand ils sont trop inappropriés, on a la possibilité d'agir en les considérant comme étant des contenus pédocriminels. Mais j'ai du mal à voir un article de loi qui pourrait réprimer des contenus où c'est juste des images d'enfants dans un contexte absolument pas sexualisant, mais où c'est le regard porté par les pédocriminels qui en fait
un problème. Donc effectivement, je pense que c'est l'avantage de la sensibilisation qu'il y a à faire auprès des parents et la parentalité numérique dont OpenAsso a largement parlé. Et en effet aussi, je me permets de rebondir une dernière fois sur la question des rapports que vous avez mentionnés de la Fondation pour l'enfance et de la CNCDH. Donc rapport de la CNCDH qui invitait justement les pouvoirs publics à financer et à visibiliser l'initiative Disrupt. Je pense qu'un des points d'importance, ce serait vraiment justement effectivement d'aller en amont de la chaîne et dans la création des modèles d'intelligence artificielle qui seraient susceptibles de générer ce genre de contenu. Et en fait, il faut vraiment commencer tout en amont. Et je pense que c'est en tout cas la bonne direction de ce côté-là. Merci en tout cas. Merci. Je vous laisse. Ah non, vous vouliez reprendre la parole, pardon. Oui, si je peux, en tout cas, je voulais juste ajouter 2 choses. Donc merci, tu as couvert pas mal de sujets. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de problèmes pour faire supprimer certains types de sites. Donc d'un côté, ça va être des forums où il y a beaucoup de photos d'enfants, comme le dit Céyane. On sait que les photos ont été publiées sans le consentement des parents, mais il n'y a pas de victimes identifiées, donc on sait que c'est des images qui vont être détournées. Il y a des commentaires qui commencent à sexualiser des images. Et on est face à des situations où on ne peut rien faire. Donc c'est quand même un vrai sujet. Il y a aussi souvent des photos, surtout de filles, je dirais de femmes et de filles, qui sont reprises dans des forums, voilà, avec des focus plus ou moins sexuels. Et pareil, vu que la victime ne sait pas que son contenu il est publié sur le site, on ne peut pas prendre des sanctions parce que impossible de signaler ces contenus à l'hébergeur. L'hébergeur, il va toujours nous demander d'identifier la victime. Donc, on sait que toutes les photos ont été publiées sans le consentement potentiel des filles ou des femmes, mais on ne peut rien faire contre. Je ne dis pas qu'il faut créer non plus un article de loi pour lutter contre ce phénomène, mais il faut certainement se poser la question. Et ça passe évidemment par la sensibilisation des parents, ce que Yann vous précisez sur le sharenting. Et ça me permet de faire la transition avec mon dernier point, donc sur l'éducation aux médias, au usage du numérique. De notre côté, on se rend compte que nécessairement, les jeunes sont énormément dans le numérique. Donc, nécessairement, quand toutes les relations sociales ou une bonne partie se passent dans le numérique, la sexualité peut aussi se développer dans le numérique. Donc, nous, je pense qu'on est vraiment dans une dynamique de ne pas penser non plus que c'est bizarre, ne pas culpabiliser la victime lorsqu'elle envoie un contenu à une autre personne, mais de la sensibiliser, si jamais ça arrive, si jamais quelqu'un diffuse votre contenu, il y a des moyens pour les faire supprimer. Et savez aussi que si vous transmettez votre contenu à une autre personne, celui-ci pourrait être publié avec les risques que cela représente. Donc c'est un vrai travail auprès des enfants et auprès des parents aussi pour permettre que l'enfant en parle lorsqu'il y a un problème. Souvent, on peut recevoir des signalements d'enfants victimes qui disent qu'ils n'osent pas nécessairement parler à qui que ce soit parce qu'ils sont juste trop peur de la réaction de leurs parents. Donc, voilà, je pense que c'est important de sensibiliser les parents à la sexualité dans l'espace numérique, ce qui peut être très compliqué parce que déjà parler de sexualité à son enfant, c'est pas très simple, en plus dans le domaine numérique encore moins, mais c'est quelque chose qui aiderait énormément, en tout cas, à lutter contre ce phénomène. Merci. Merci, M. Romer. Je vais essayer d'être rapide, malgré les nombreuses questions. Vous m'avez demandé, Madame, sur les solutions concrètes d'accompagnement des familles face à tous ces sujets que nous venons d'évoquer. Vous avez raison, c'est un vrai sujet. Malheureusement, je ne suis pas magicien et je peux juste peut-être évoquer avec vous les écueils ou les axes d'amélioration qu'on peut identifier. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui tentent de mobiliser les familles, quel que soit le sujet, ne peuvent que constater en ce moment qu'à regret que les familles qui viennent assister à nos démarches de sensibilisation ne sont pas toujours celles qui en ont le plus besoin et qu'on a beaucoup de difficultés à toucher les familles qui auraient besoin de ce coup de pouce et d'aborder ces questions.
Et là, je veux éviter de faire porter la responsabilité à l'État ou à qui que ce soit. Je pense que c'est aussi à nous, acteurs de la prévention, de nous remettre en question dans nos modes d'intervention, dans notre capacité à aller vers, ce fameux aller vers qu'on a du mal à mettre en œuvre. Mais je pense qu'il faut aussi que nous autres associations, on se retrousse les manches pour être créatifs, trouver des modes d'intervention qui soient différents. Nous, ce que nous expliquent les parents sur leur démobilisation, c'est notamment le fait que pendant très longtemps, et ça fait 20 ans qu'on fait ça quand on s'adresse aux parents, vous avez énormément d'associations qui interviennent en milieu scolaire souvent et qui parlent des dangers d'Internet, des dangers du numérique, etc. Mais les parents n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce que, c'est pas la réalité, c'est un mensonge. Aujourd'hui, Internet n'est pas qu'un espace de danger pour nos enfants. Hier, justement, à Dublin, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils avaient fait venir un panel de jeunes de l'ensemble des pays d'Europe, et tous les âgés de 14 à 17 ans. Et ils nous disaient, mais ô combien aujourd'hui, c'est des outils qui sont extrêmement importants, et toute la littérature scientifique est là depuis longtemps pour l'illustrer, comme ils sont des outils extrêmement importants pour leur socialisation, pour leur quête identitaire, ce qui est juste du savoir-être adolescent, et que c'est désormais une brique supplémentaire qu'ils ont intégrée dans leur développement. Après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça veut juste dire que peut-être qu'on s'est trompé de paradigme et que l'enjeu, il est aussi, nous autres associations, qu'on se retrousse les manches. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut arrêter de faire peur, on peut juste essayer de remobiliser la fonction éducative des parents, parce que tous les parents qui viennent vers nous sont plutôt des parents qui sont bien intentionnés, qui ont envie de bien faire, mais qui ont juste besoin d'un coup de pouce. Il faut qu'on sorte de ces mythologies qu'on ne cesse de déployer en permanence autour de cette fracture générationnelle entre les migrants du numérique et les natifs du numérique. Aujourd'hui, c'est un non-sens. On le voit dans nos études, les parents qui publient le plus de photos sur leurs enfants sont les jeunes générations. Donc ce sont des parents qui ont connu les réseaux sociaux quand ils étaient adolescents. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de fracture générationnelle, mais plus de prise de recul, de questionnement, d'enjeux éducatifs et de capacité à réfléchir sur comment fonctionnent ces univers et ce que peuvent devenir ces contenus pour éviter en effet qu'ils ne tombent dans le cadre de pratiques de sharenting sur des sites pédopornographiques. Donc arrêtons de faire peur, faisons confiance aux familles, identifions celles qui ont besoin et nous autres associations trouvons des moyens d'intervention pour aller justement remobiliser les familles pour leur permettre de trouver la solution. Et la solution, c'est ce que nous disent les jeunes en permanence, pas plus tard qu'hier, c'est on aimerait avoir des adultes qui s'intéressent à ce qu'on fait. On aimerait avoir des parents qui dialoguent avec nous autour de nos pratiques numériques, parce que le fait qu'il n'y ait pas de dialogue sur ces questions au sein de la cellule familiale est souvent le nœud de plein de contradictions éducatives et de difficultés à apaiser les tensions et à faire des actes de prévention qui peuvent avoir du sens venant des parents qui doivent évidemment incarner des limites, un cadre, parfois des interdits. Et ça, chaque famille est libre de mettre la barre où elle le souhaite. Et nous, on essaie vraiment d'essayer d'être dans tout ce qu'on mène comme action vers les parents, d'être dans vraiment ça, dans cette remobilisation éducative. Moi, je veux que les parents ressortent de nos réunions en ayant le sourire, en étant remobilisés, en n'ayant pas l'impression qu'ils vont devoir jeter les tablettes et les ordinateurs à la poubelle, parce que c'est souvent ce qu'on leur a offert depuis 20 ans en termes de prévention et d'action de sensibilisation, avec le triste résultat que l'on sait. Et puis peut-être trouver aussi d'autres moyens d'intervention, et moi je pense notamment, j'avais demandé à Adrien Taquet, il m'avait fait la promesse, il n'a pas tenu, une expérimentation sur, en entreprise, la capacité à pouvoir mobiliser le compte formation dans le cadre d'actions de soutien à la parentalité, parce que c'est de l'argent qui est disponible, qui n'est pas utilisé ou souvent mal utilisé. Et je trouve qu'en cette période où on cherche beaucoup d'argent, autant utiliser celui qui ne l'est pas ou quand il est présent pour pouvoir peut-être initier des choses innovantes. Les quelques expérimentations que j'avais menées d'ailleurs en lien avec Adrien, c'était très bien passé. Et c'est vrai que s'appuyer sur la responsabilité sociétale des entreprises peut aussi être un moyen de diversifier nos modes d'intervention dans cette logique du aller vers. Cours d'éducation aux médias, ça existe déjà. Le CLEMI, qui est l'organe qui est en charge au sein du ministère de l'Éducation nationale de porter tout ça, le fait depuis de nombreuses années.
La difficulté, c'est comment peut-être on arrive à rendre ces actions plus efficaces, et une fois encore, me semble-t-il, en arrêtant d'aller voir les jeunes, en ne leur parlant que des risques, mais en essayant de leur transférer des compétences psychosociales leur permettant de se débrouiller tout seuls dans ces univers numériques dans lesquels ils rencontreront, au même titre que dans la rue, plein de difficultés. Mais notre rôle d'adulte, me semble-t-il, est de les rendre autonomes et pas d'être des super-héros sortis d'un film de Marvel qui tentent de les protéger à tout prix et pas toujours de la meilleure des manières, parce que ça donne quoi? Ça donne dans notre livre blanc presque plus de 3 familles sur 10 qui installent un logiciel espion sur le téléphone de leur enfant après les en avoir équipés. Je vous rappelle qu'un logiciel espion, c'est un logiciel qui permet d'écouter les conversations téléphoniques, d'avoir accès à la photothèque, de lire tous les messages. Je pense qu'en termes de rapport de confiance au sein d'une famille, on peut faire un petit peu mieux. Vous voyez, c'est pour ça que c'est aussi ce travers-là. Aujourd'hui, la géolocalisation, etc., c'est détestable en termes de rapport éducatif, et en plus, c'est une fausse promesse, parce que les adolescents nous le disent, une fois que papa et maman ont vu le point bleu, qui clignote sur les téléphones et que je sais qu'ils sont rassurés, moi je laisse le téléphone chez mon copain ou chez ma copine, je prends le sien, et du coup, ça incite potentiellement à des conduites à risque. Donc c'est souvent le revers de la médaille. La surveillance, le flicage n'est pas un enjeu éducatif selon nous, et je pense qu'il ne faut pas confondre protection et autonomisation et transfert des compétences des enfants. Ça ne veut pas dire que c'est incompatible, ça veut juste dire qu'aujourd'hui, on a fait trop de protection et pas suffisamment de transfert de compétences, me semble-t-il. Sur l'exploitation, M. Vogetta, Mime, OnlyFans, je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien. Alors, Mime, moi, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps, et ils étaient présents à la réunion chez Mme Chapaz. Il est vrai qu'il faut vraiment différencier. Mime est une plateforme française, à la différence d'OnlyFans, qui est une plateforme anglaise. Clairement, en termes de chiffre d'affaires, ce n'est pas non plus du tout la même taille. Nous, on fait beaucoup de veille. Ce qu'on observe, c'est qu'en effet, les contenus qui échappent le plus et qu'on retrouve sur Internet, notamment en raison de sites miroirs et de contenus qui sont piégés, émanent essentiellement d'OnlyFans. Et en effet, ça permet très facilement de voir qu'il y a beaucoup de mineurs sur OnlyFans, clairement. Sur Mime, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont l'air de beaucoup mieux protéger leur contenu. Donc moi, je n'ai pas assisté à de fuites. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont assuré qu'ils mettaient en place tout un tas d'outils et qu'ils revoient en permanence sur la protection des mineurs pour éviter que des mineurs puissent avoir accès à leur contenu ou puissent également se créer des comptes. Et ils utilisent également des procédés algorithmiques et de l'intelligence artificielle pour leur permettre aussi de repérer dans des contenus conversationnels des propos qui pourraient émaner éventuellement de mineurs qui seraient passés entre les mailles des filets. Après ça, je pense que si vous les invitiez, ils seraient ravis de venir pouvoir échanger avec vous. Mais c'est vrai que pour rebondir également sur votre proposition sur la vérification d'âge, oui, moi je pense que ce serait une bonne idée de trouver un dispositif qui simplifierait à l'utilisateur le fait de devoir à chaque fois renvoyer sa pièce d'identité. Ça explique la raison pour laquelle tous les tests préliminaires qui ont été faits sur ces systèmes de vérification d'âge se sont révélés être des échecs. C'est-à-dire que c'est bien beau qu'on mette en place des règles, mais si les utilisateurs ne les adoptent pas, les utilisateurs auront le dernier mot. Donc qu'est-ce qui va se passer? VPN, où ils vont aller sur des sites qui échappent à toute régulation. Et en général, ce n'est pas les plus fréquentables non plus. Donc c'est aussi ça le revers de la médaille. C'est attention à pas non plus à inventer une usine à gaz qui viendrait tellement endiguer le parcours utilisateur qu'il serait tenté de s'échapper ailleurs et vraisemblablement dans des endroits moins fréquentables. Et c'est vrai que ce que vous soulignez, aujourd'hui, c'est en place dans les aéroports. On passe les douanes, on monte juste sa tête pendant 2 secondes et on a un portique qui s'ouvre. Donc ça fonctionne. Si c'est reconnu par le ministère des Affaires étrangères en France comme étant efficace, je pense que ça devrait pouvoir fonctionner. Bien sûr, on est tout à fait. Je reviens, Madame Martin, sur ce que vous disiez sur l'IA générative. En effet, j'ai lu le rapport de la CNCDH et de la Fondation pour l'enfance, et bien sûr qu'on ne peut qu'être inquiet. Après, je pense que le piège aussi, une fois encore, c'est n'oublions pas que l'IA, à la base, est stupide. Non, mais l'IA est stupide. C'est ce qu'on en fait
Et peut-être ce qu'il faut pas, enfin, c'est pas l'outil en tant que tel qui pose problème, c'est le fait aujourd'hui d'aller taper un prompt dans une IA qui serait susceptible de générer des contenus pédocriminels. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut arriver à pénaliser. Et en effet, comme vous le disiez, l'enjeu serait peut-être aussi en amont, au niveau des IA, que ça ne soit pas possible, puisqu'on sait que c'est une infraction. Donc il y a peut-être aussi un travail de collaboration à faire en amont pour éviter de vous donner trop de travail. Et puis n'oublions pas aussi, et ça c'est vraiment de plus en plus le cas, que ces outils peuvent être aussi, sur tous les sujets qu'on a abordés depuis le début de l'audition, des merveilleuses aides sur lesquelles s'appuyer à terme pour repérer des contenus pédocriminels, etc. Pour preuve, je donne l'exemple de Mime et de ce qu'ils essayent de mettre en place. Sur le sharenting, vous l'avez très bien dit, en effet, l'enjeu il est plutôt dans la sensibilisation, parce que, en effet, quand on dit aux parents que le fait d'avoir pris une photo de leur enfant sur la plage en maillot de bain peut potentiellement finir sur un site pédocriminel, ils tombent des nues. Et évidemment qu'ils ne sont pas mal intentionnés quand ils font ça. Et l'enjeu, il est vraiment c'est ce qu'on essaie de faire. Je tiens à saluer le travail de l'association Caméléon qui avait fait une superbe campagne sur le sharenting. Je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler cela à tous les parents, et encore faut-il pour ce faire qu'on puisse les toucher et qu'on arrive à se mobiliser. Mais ça, une fois encore, je pense que c'est notre devoir aussi en tant qu'association d'être force de proposition sur ces sujets, parce qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on rencontre, s'il est vrai, c'est que plus que jamais, mais je pense que vous le savez comme moi, c'est que quand on se rend compte, quand on regarde nos audiences sur les sites, vous avez encore des adultes qui sont très adeptes du fameux PDF de 500 pages qui vont télécharger. Vous en avez d'autres qui préfèrent écouter des podcasts, d'autres qui préfèrent regarder des vidéos, etc. Et que pour nous autres associations, quand on produit des contenus, ça nous demande de plus en plus d'être ultra créatifs et d'avoir à notre disposition des investissements qui sont de plus en plus importants en termes de création de contenu pour pouvoir toucher tout le monde. Et ça, c'est pas simple par les temps qui courent, croyez-moi. Quant à, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes. Et quant à l'ARCOM, alors veuillez m'excuser si l'idée n'était pas d'être dans une critique acerbe de l'ARCOM, étant moi-même membre du comité protection jeune public à l'ARCOM, ça serait quand même malvenu. Pour autant, l'ARCOM. Non, pour autant, si vous voulez, moi, ce que je critique, c'est le fait qu'on ait demandé à l'ARCOM de faire un référentiel technique. Enfin, on avait un texte pénal, donc je rappelle une fois encore que la plus haute juridiction française, la Cour de cassation, avait rendu un avis en janvier 2023 disant que la loi était bien faite et s'appliquait. Message subliminal qu'elle adressait à ses petits camarades du tribunal judiciaire pour dire « n'ayez pas la main qui tremble, vous pouvez y aller ». Et on a voulu renverser la table. Nous, on avait prévenu. Aujourd'hui, ce référentiel est attaqué devant le Conseil d'État. Bon, nous verrons bien. Mais le problème, c'est qu'on a face à nous, pour certains de ces sites Internet, des mastodontes. Et plus on prend du temps, plus ils s'organisent, plus ils ont les moyens de faire appel à des cabinets d'avocats toujours plus puissants et de déployer tous les recours. Moi, ce que m'avait dit un avocat très pragmatique, vous savez, un texte de loi, quand il est bien fait, il fait 3 lignes. Parce que quand il commence à faire 5 pages, ça veut dire que c'est 10 ans, 15 ans de procédure derrière. Et là, on est passé de 3 lignes à 5 pages. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les personnes qui pratiquent la justice que nous avons rencontrées dans le cadre de la procédure que nous avons entreprise aux côtés de l'ARCOM. Donc, je pense que voilà, l'ARCOM a plus que besoin d'aide. Je sais de sources sûres qu'ils veulent se mobiliser. Ils le font vraiment beaucoup au niveau européen et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Après, ils ont reçu une commande et ils sont obligés de se conformer à la loi en tant qu'autorité de régulation. Donc, ils n'ont fait qu'obéir à... ce que je regrette, c'est juste qu'on n'ait peut-être pas suffisamment écouté les associations qui travaillent depuis 10 ans sur ce sujet. Donc voilà, je crois avoir fait à peu près... Et puis ici, peut-être sur la pornographie, pour conclure, clairement, nous, sur ce sujet, on identifie 2 problématiques. L'enjeu, il est de protéger les plus jeunes d'avoir accès à ces contenus, ce que tente de faire l'ARCOM. L'enjeu sur les adolescents, personnellement, risque de vous choquer. Ça ne me dérange absolument pas qu'un adolescent aille voir des contenus pornographiques.
Et de toute façon, ils continueront toujours de le faire. Le problème, c'est comment on fait en sorte d'organiser un contre-discours pour que ces images ne soient pas un tutoriel. Ce n'est pas la même chose. Entre être adolescent et franchir une ligne jaune par rapport à des interdits édictés par des adultes, c'est être un adolescent. Je m'abreuve que de ces images pour justement nourrir ma réflexion sur la sexualité, etc. Et ça, c'est un vrai problème, d'où la nécessité aujourd'hui que l'éducation sexuelle soit effective. Et on voit bien que là aussi, les parents sont souvent empreints de pas mal de contradictions parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes, mais ils n'aiment pas trop que d'autres le fassent à leur place. Donc c'est un sujet sensible, compliqué, ce qui nous amène, nous, de plus en plus à déployer vers les parents ce fameux module de formation qu'on propose aux professionnels depuis longtemps, qui s'appelle Sexualité, avec un S, pornographie et nouveau code de séduction à l'ère du numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le package auquel doivent faire face les adultes, que ce soit dans une dimension parentale ou professionnelle. Merci beaucoup à vous d'être venus et d'avoir échangé sur ces points très intéressants. Mes chers collègues, merci beaucoup et on a rendez-vous dans 15 jours. Merci à vous. Et donc, pour celles et ceux, j'en ai 3, je suis désolé, je n'ai pas été... Et